Sud Radio, en partenariat avec les 600 aéroclubs de la Fédération française d'aéronautique, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, mes chers amis de Sud Radio, on le sait que notre beau pays est le plus beau du monde dans la diversité formidable de paysages qu'il offre, entre mer, montagne, plaine, lac, forêt. Alors oui, évidemment, on connaît tous de vue, depuis sa modeste hauteur, la baie du Mont-Saint-Michel, les châteaux de la Loire, les falaises d'Étretat, la vallée de la Dordogne, le Mont Blanc, les volcans d'Auvergne, la dune du Pilat, ou tout simplement là où on réside, sa ville, son village, sa maison. Mais alors les découvrir vue du ciel, assis, pépouze, suspendu en 3 dimensions, ça, c'est un moment d'un enchantement magique, une extase que je souhaite à tous et que nous allons découvrir dans cette émission. Alors avec partout en France un aérodrome dans un rayon de moins de 50 km, 50 000 pilotes privés à dispo, prêts à s'aligner en bout de piste, nous aurions tort de ne pas pousser la porte d'un de nos 650 aéroclubs que compte le pays. Oui, nous sommes aussi champions du monde du maillage de territoire de terrain d'aviation. Et les 110 000 licenciés de la FFA, la Fédération française aéronautique, seront toujours ravis de partager avec vous leur passion. Alors pourquoi faire, me direz-vous? Eh bien pour tester dans un premier temps ce qu'on appelle un vol découverte. Oui, faire du tourisme aérien entre amis, en couple, en famille. Voilà une idée originale hyper instagrammable et qui fera un carton. Alors peut-être aurez-vous la chance de voir votre petit dernier ou petite dernière s'émerveiller, contracter le virus et vouloir devenir pilote. Et là, rien de plus facile, car apprendre à piloter un avion, il n'y a rien de plus simple. Aujourd'hui, dès l'âge de 15 ans et en seulement 45 heures de vol. Oui, chers amis, il est plus que temps de ne plus croire que le monde de l'aéronautique est fermé ou réservé à une élite. C'est la FFA, la Fédération française aéronautique, qui va vous le prouver dans cette émission. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et autour de cette table, nous sommes avec des pilotes. 3 pilotes autour de la table, on est d'accord, hein? Kevin Dupuche est président de la Fédération française aéronautique. Jérôme Houdier est directeur technique national à la FAFA, la Fédération française aéronautique. Et Arthur Ega est pilote de ligne depuis, il a 24 ans. Il est depuis le Rio de Janeiro, il est en vacances. Merci encore Arthur d'interrompre vos vacances pour venir donner aux jeunes qui nous écoutent ou à leurs parents l'envie de devenir pilote. Merci encore. Kevin Dupuche, président de la Fédération française aéronautique. Présentez-nous la fédération. Ce que j'ai dit est vrai sur les chiffres, hein. Le maillage est incroyable. Oui, bonjour à tous. Le maillage est totalement incroyable et c'est historique. On est l'un des pays pionniers de l'aviation légère, de l'aviation commerciale. 1903, le premier. 1903, les premiers. 1908, à Issy-les-Moulineaux. Tout à fait. Pas loin. C'est juste à côté. Oui. Et en fait, c'est cette histoire qui fait qu'on est l'un des pays le plus développés en termes d'aérodromes. Et on a effectivement plus de 450 aérodromes sur la France, aussi bien en métropole qu'en outre-mer. Et ça nous fait une particularité effectivement unique au monde. 11 000 licenciés. On est 110 000, pardon. 50 000 licenciés et 110 000 pour l'intégralité des fédérations aéronautiques, c'est-à-dire si on rajoute le planeur, l'ULM et nos amis du vol libre. Voilà. Qu'est-ce qui empêche un auditeur de Sud Radio ou une auditrice, un jeune ou moins jeune, d'aller pousser la porte d'un aéroclub dimanche? Rien, il suffit juste qu'ils s'y rendent et que voilà, ils vont être accueillis par quelqu'un de nos aéroclubs pour leur faire découvrir nos activités, découvrir l'aviation légère et sportive et découvrir tout ce qu'on y fait. Donc on fait bien sûr de la formation pour devenir pilote. On va en parler sûrement après. On fait aussi découvrir notre beau pays vu du ciel, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Absolument. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite par un souvenir. On en a 3, on a sélectionné 3 chacun. Votre plus beau souvenir de vol? Mon plus beau souvenir de vol, moi, c'est un coucher de soleil. Les couchers de soleil. Voilà, c'est hyper instagrammable, comme on l'a dit. C'était dans les années 2000-2001. C'était l'un de mes premiers vols au-dessus du bassin d'Arcachon, comme je suis originaire de là-bas. Et ce bassin d'Arcachon qui est à marée basse, vue du haut, avec le soleil qui se couchait, ça donnait un relief qui était vraiment exceptionnel et c'était de toute beauté. D'accord. Jérôme Houdier, pourquoi on parle d'aviation légère et sportive? Vous, c'est le côté sportif. Oui, parce que la fédération a délégation du ministère des Sports pour 4 disciplines sportives que sont le rallye aérien, le pilotage de précision, les courses de navigation aérienne et la voltige aérienne. Donc on a une série de 3 sports d'orientation et la voltige aérienne qui est plus une discipline acrobatique. Et est-ce qu'on est bon français? Nous sommes les meilleurs du monde, et de l'univers connu. Voilà, en voltige aérienne depuis 2013, en rallye aérien, l'équipe de France est médaille de bronze cette année, était championne du monde en 2023. Donc on a aussi une excellence sportive au sein de cette fédération. Kevin Dupuche, est-ce que piloter est une affaire d'homme? Absolument pas.
Absolument pas. Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'aéronautique et on voit qu'il y a de plus en plus de femmes et de féminines qui viennent dans nos aéroclubs et ça passe notamment par le brevet d'initiation aéronautique. On a de plus en plus de jeunes qui, dans les collèges et lycées, veulent découvrir l'aéronautique et c'est une discipline, enfin c'est en tout cas une activité qui se démocratise au niveau des féminines et c'est tant mieux. Et c'est bien, tant mieux. Tout à fait. 10% de femmes à peu près, alors qu'on était à 3 il y a 30 ans. C'est ça, ouais. Nos effectifs augmentent. On est à peu près un peu moins de 10% de féminines actuellement. Et sachant qu'on a quand même les jeunes qui commencent le brevet d'initiation aéronautique dans les collèges et lycées, où là, on a des taux de féminisation à plus de 30%. Alors ça, vous allez nous raconter ce que c'est que le BIA. Auparavant, Arthur Ega, pilote de ligne. Vous avez 24 ans, Arthur. Incroyable. Et vous venez de vous poser au Brésil, d'abord pour des vacances, mais en général, vous posez des gros avions parce que vous êtes pilote chez Air France à 24 ans. Ouais, exactement. Ouais. Je suis rentré chez Air France à l'issue de ma formation professionnelle. Donc je suis rentré en décembre dernier et j'ai eu un contrat de détachement chez Transavia. Donc je pilote en ce moment sur 737 sur tout le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient, un peu d'Afrique du Nord. D'accord. Et est-il vrai que vous en êtes arrivé là parce qu'un jour vous avez poussé la porte de l'aéroclub de Falaise à côté de Caen, en Normandie? dont vous êtes aujourd'hui le directeur, que vous avez racheté maintenant. Vous êtes en train de faire fortune, c'est incroyable. Ouais, alors je ne l'ai pas racheté, mais non, je plaisante. Je suis devenu récemment aussi président de l'aéroclub de Falaise. Effectivement, c'est l'aéroclub dans lequel j'ai commencé mes débuts de l'aviation, et donc c'est toujours un plaisir de rendre un petit peu ce qu'on a reçu après avoir vécu tout ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter et rassurer les parents qui nous écoutent là aujourd'hui, vous, c'était une passion au départ, vos parents étaient pilotes ou alors pas du tout, et combien ça coûte? Alors non, mes parents n'étaient pas du tout pilotes, j'ai personne de ma famille dans l'aéronautique. Moi, c'est vraiment une passion qui s'est créée, je pense, pendant mon premier voyage en avion. Je devais avoir 5-6 ans, quelque chose comme ça. Voilà, je suis rentré à bord d'un Boeing 777 et ça m'a complètement émerveillé. Je pense que ça a créé comme ça une petite flamme quand j'étais petit. Et donc le BIA m'a permis, quand j'avais 13 ans, de développer cette passion, de découvrir ce monde qui paraissait inaccessible. Et finalement, avec le brevet d'initiation aéronautique, on se rend compte que c'est tout à fait accessible pour tout le monde, autant en termes intellectuels qu'en termes financiers. D'accord. Financièrement, ça représente quel budget pour des parents sur toute la longueur pour que leur fils ou leur fille devienne pilote de ligne? Pilote de ligne. Alors, pilote privé d'abord et après pilote de ligne. Alors, pilote privé, en fait, il faut obtenir la licence de pilote privé qui s'obtient avec environ 45 heures de vol. Et c'est aux alentours de 5 à 6 000 euros. Après, la fédération... étalé dans le temps, hein. C'est sur 2 ans, par exemple. Ouais. Voilà, c'est pas un budget énorme, je pensais plus. Non, c'est vraiment étalé dans le temps. Et en fait, chacun progresse et réalise ses heures de vol en fonction de ses disponibilités et en fonction de ses finances aussi. D'accord. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils pouvaient pas m'offrir 1 heure de vol toutes les semaines, donc c'était plutôt à chaque vacances un petit cadeau si on avait eu des bonnes notes à l'école, un petit cadeau, 1 heure et demie de vol à l'aéroclub et ça permet de monter en heure tranquillement comme ça. Et c'est génial. Et aujourd'hui, vous endossez le pilote de commandant de bord quand même. C'est formidable. Et Kevin Dupuche, voilà un exemple concret de quelqu'un qui a poussé la porte d'un aéroclub et qui est devenu pilote de ligne. Mais il y a d'autres exemples. La fédération permet d'accéder à beaucoup de postes dans l'aéronautique. Oui, en fait, on arrive à faire découvrir le milieu de l'aéronautique et qui a énormément de recrutement. C'est un secteur très attractif encore actuellement. Et il y a plein de métiers autour de l'aéronautique. On pense beaucoup à pilote, bien sûr. Mais il y a ingénieur, il y a mécanicien, il y a contrôleur aérien, il y a météorologue, il y a plein de choses. Et donc ça passe vraiment par le recrutement de base, par le fait qu'on est maillé territorialement avec tous nos aéroclubs, avec les cours du BIA, donc le brevet d'initiation aéronautique qui se passe dans les collèges et les lycées. Pas tous les collèges de France. Non, pas tous les collèges, mais énormément quand même qui en font. Hein. C'est en partenariat avec l'éducation nationale, puisque c'est un brevet qui est à l'issue qui est délivré par l'éducation nationale. Et donc tout ça fait créer des vocations.
motivation et ça crée un parcours professionnel aussi à nos jeunes et c'est ça qui est important. Et ça démystifie aussi un petit peu ce secteur aéronautique qu'on pourrait considérer comme élitiste, mais comme Arthur, moi je suis aussi pilote et j'ai pas de parents qui sont dans l'aéronautique. Et le BIA, c'est un diplôme, donc ça représente combien d'heures de cours? Il y a du théorique, de la pratique? Alors, basiquement, il n'y a que de la théorie, donc c'est une cinquantaine d'heures de cours qui sont dispensées à raison de 2 heures par semaine pendant les cours. C'est une option en fait qu'on peut prendre. Et qui existe depuis longtemps en France? Ah oui, ça existe depuis les années 70. Ça a été énormément relancé dans les années 2000. Et là, on voit que l'année dernière, on était entre 15 et 20 000 candidats au BIA qui ont passé cet examen. Et on a des taux de réussite aux alentours de 80-85%. Et c'est un examen de l'éducation nationale organisé par l'éducation nationale. D'accord. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça valorise aussi pour le jeune par la suite lorsqu'il va se présenter dans des sociétés ou pour être recruté, le BIA sera aussi un gage de motivation, puisque c'est-à-dire que quand on a 14, 15, 16 ans, on aura passé des heures de cours en plus pour pouvoir découvrir, apprendre l'aéronautique. Donc apprendre l'aéronautique à devenir pilote dans un premier temps privé, c'est facile. Tout à fait. On peut le dire, on peut le déclarer comme ça. Vous êtes d'accord Arthur? C'est facile, les doigts dans le nez. Ouais, c'est exactement ça. Bon parfait. On va marquer une petite pause, chers amis. On va se retrouver juste après pour continuer à parler de la Fédération française aéronautique, du monde de l'aérien, des réussites qu'on peut y trouver et des emplois dans lesquels on peut se former et surtout découvrir la France vue du ciel. À tout de suite. Sud Radio, en partenariat avec les 600 aéroclubs de la Fédération française d'aéronautique, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Nous sommes bien en France avec un maillage d'aérodromes dans un rayon de moins de 50 km. On est d'accord, on trouve un aérodrome où qu'on soit en France. Il y a un aérodrome avec un aéroclub, des instructeurs qui sont prêts à vous initier ou à vous faire découvrir le monde de l'aérien. Nous sommes avec la Fédération française aéronautique. Kevin Dupuche est avec nous, c'est le président de la fédération. Jérôme Oudier, directeur technique national à la Fédération française aéronautique. Et Arthur Ega est également là. Il est au Brésil en ce moment, à Rio, c'est ça? Il fait beau à Rio, Arthur? Ouais, il fait super beau à Rio en ce moment, ouais. De toute façon, vous êtes sur le sourire, Arthur. Vous êtes pilote de ligne, il fait beau, voilà. Vous avez 24 ans et vous nous racontez votre parcours incroyable depuis Falaise et comment vous êtes devenu pilote de ligne qui travaille aujourd'hui pour une grande compagnie aérienne. Kevin Dupuche, on parlait des idées reçues que le grand public a, notamment c'est cher, où il faut avoir 12-12 dans chaque œil, où il faut être super bon en maths. Pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'idées reçues, donc on voit que c'est accessible parce que justement, déjà, on est des associations avec des instructeurs bénévoles, des bénévoles qui sont pilotes professionnels à côté, qui viennent donner de leur temps pour former des gens. Donc ça diminue également le coût de la pratique. Le fait aussi qu'on a un maillage très fort, la pratique est accessible. Et en plus de ça, on a des subventionnements, notamment pour les moins de 21 ans, que la fédération vient abonder pour aider aussi les jeunes et peut-être des personnes qui ne sont pas forcément aisées pour pouvoir les aider à devenir pilote privé un jour. Donc ça, c'est assez intéressant. Et non, il y a beaucoup d'idées reçues, mais c'est totalement accessible. Il y a beaucoup de jeunes qui, s'ils n'avaient pas poussé la porte d'un aéroclub, moi le premier, si j'en avais pas eu un près de chez moi, je ne serais pas là où j'en suis actuellement, aussi professionnellement parlant. Après, beaucoup d'idées reçues. Non, il ne faut pas forcément être fort en maths. Il faut savoir quand même calculer avec un peu de calcul mental, mais des choses très, très faciles. Il n'y a pas besoin de faire des intégrales, des doubles intégrales, des dérivés, etc. Tout ça, on n'a pas besoin de tout ça dans la partie aéronautique. Et puis après, médicalement, il suffit d'être en bonne forme physique. Il n'y a pas besoin d'avoir 12/12e aux yeux. Il suffit d'avoir, si on a des lunettes, on peut devenir pilote. Il faut avoir une correction qui va bien évidemment. Mais oui, c'est vraiment accessible. Il y a beaucoup d'idées reçues qui sont pas forcément vraies. Ouais. C'est vrai. Et on va les briser aujourd'hui dans cette émission parce qu'on est un petit peu là pour ça. D'ailleurs, Jérôme Oudier, il a des lunettes et il pilote. Exactement. Avec ses lunettes. Voilà, donc je vais les remettre. Oui, c'est pas du tout un frein, y compris pour les pratiques sportives. Alors, quelles sont les 4 disciplines sportives? Alors, on a la Fédération à délégation pour la voltige aérienne, qui est discipline reconnue de haut niveau. C'est de l'acrobatie aérienne, voilà. Combien de figures possibles dans la voltige? Alors, c'est des programmes qui font entre 12 et 14 figures selon les programmes. D'accord. Ça dure à peu près 8 minutes. J'adore les noms des figures. C'est quoi? C'est des loopings, des renversements, des vrilles, des tonneaux en virage, voilà tout le panel un petit peu de combinaisons de figures possibles. Et puis ensuite on a 3 autres disciplines qui sont des disciplines d'orientation. Alors c'est pas des courses de vitesse, ce sont des courses de précision, en termes de déplacement, où il faut se déplacer déjà dans l'environnement à la minute près, en tenant compte des conditions météorologiques, parce qu'il peut y avoir du vent plus ou moins fort.
On est tout seul ? Alors, on est tout seul en pilotage de précision. Sinon, on travaille en équipage, en rallye et en course de navigation aérienne. À 2 donc ? À 2, voilà, avec un navigateur et un pilote, puisque la charge de travail dans l'avion va être importante. On va avoir, en plus de se déplacer dans l'environnement de façon précise, des tâches d'observation. On va essayer de retrouver des photos qui sont données en avance pour essayer de les retrouver dans l'environnement. Et essayer de les poser précisément sur la carte. Incroyable. Voilà. Et on est à combien de hauteur ? Alors, on évolue à peu près à 1000 pieds sol, pas très haut, mais avec une altitude de 1000 pieds minimum et un petit peu au-dessus. L'idée étant de trouver le bon compromis entre le relief et aussi, quand on est très haut, on voit aussi moins de détails. Donc, il faut trouver la bonne altitude pour pouvoir être performant dans cette épreuve. Alors, pourquoi dit-on que c'est du sport ? À quelle capacité ça fait appel ? Physique ou physiologique ? Ou intellectuel. Ouais, alors les deux disciplines font appel à des qualités très différentes. La voltige aérienne, on va être plutôt sur des qualités physiques. Ouais. Sur l'orientation, on va être plutôt sur une dépense physiologique importante avec une charge mentale qui va être forte puisqu'on aura énormément de tâches à effectuer dans l'avion. Donc une force de concentration importante et une capacité à voir dans le milieu tout ce qui doit être vu pour pas être pénalisé. D'accord. Voilà. Et ça, là-dessus, il y a combien de compétiteurs en France ? C'est vraiment une discipline qui est en vogue ou qui recrute ? Alors, on essaie de recruter, notamment des nouveaux pilotes, puisque ça sera nos futurs champions de demain. Ah oui. On compte à peu près une centaine de personnes qui font de la compétition. Et puis, on a aussi la pratique loisir, avec tout un système d'initiation ou d'animation régionale que les comités régionaux vont organiser pour un petit peu promouvoir ces activités sportives. Il faut les faire connaître. Exactement. Il paraît que les Polonais et les Tchèques sont forts. Les Polonais et les Tchèques sont très forts depuis quelques années. L'équipe de France en 2023 a su remporter le titre par équipe. Et puis on a eu la chance il y a quelques années d'avoir un équipage, David Legentil et Julien Chériou, qui ont remporté 3 fois le titre de champion du monde devant ces nations qui sont très forts depuis pas mal d'années. Donc on va essayer de reconstruire là, dans l'Olympiade, de reconstruire un petit peu ces titres, de reconquérir ces titres. Et quels sont nos titres à nous dont on est fiers ? Eh bien, la France en voltige aérienne est championne du monde par équipe depuis 2013 de façon consécutive. Le capitaine Florent Audon est double champion du monde. J'aimerais aussi citer Louis Vanel qui a remporté les championnats du monde en 2019, qui est un pur produit de la fédération en termes de progression. Louis, c'est notre modèle. Voilà. Et donc en rallye, le triple titre Adèle Schramm qui a remporté, qui était vice-championne des épreuves d'atterrissage au championnat du monde cette année. Les épreuves d'atterrissage. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut atterrir dans un mouchoir de poche. Comment ça se passe ? Effectivement, sur la discipline de rallye, on va avoir un atterrissage qui va être noté. En pilotage de précision, on va avoir toute une série d'atterrissages selon des configurations bien prédéterminées à l'avance, où l'idée, ça va être de se poser sur un porte-avions. Alors je dis un porte-avions, c'est finalement une zone posée sur la piste qui va permettre d'identifier la qualité du posé. Voilà. D'accord. Et vous êtes pilote vous-même, Jérôme ? Oui. Alors je n'ai pas pratiqué en compétition ces activités-là. D'accord. Peut-être un petit peu plus tard maintenant. Pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour débuter le sport, les activités sportives. C'est vrai. Dans l'aéronautique, Kevin, on peut dire qu'il n'y a pas d'âge. On peut piloter jusqu'à tant que la visite médicale passe. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'âge même pour apprendre, pour piloter. Après, effectivement, il y a le médical qui rentrera en compte quand on sera plus âgé. Mais oui, on peut apprendre à tout âge, n'importe quand. On peut piloter. À la retraite. À la retraite. On se dit tiens, je vais prendre des cours de pilotage. Oui, tout à fait. Ça c'est totalement faisable. À Falaise ou ailleurs, mais bien sûr. Mais oui, il n'y a aucun problème. Ça se fait. On voit d'ailleurs beaucoup de personnes qui attendent soit d'être installées professionnellement dans la vie, ou alors qui attendent aussi la retraite pour dire tiens, c'est un rêve d'enfant et je vais le faire maintenant. Et puis je passe mon brevet de pilote privé. Et ensuite après, je peux piloter tout seul ou avec des passagers tranquillement autour de notre beau pays. Arthur Ega, vous êtes pilote de ligne et vous êtes passé par vous avez commencé avec le BIA. Et après, vous êtes passé par quelle filière ? Par les cadets d'Air France ou pas ? Alors, moi, après le BIA, j'ai poursuivi ma formation sur un PPL avec l'Aéroclub. Un PPL, c'est quoi ? C'est la licence de pilote privé. D'accord. Et ensuite, effectivement, alors je suis pas passé par les cadets Air France pour devenir professionnel. Je suis passé par la filière de l'ENAC, élève pilote de ligne.
D'accord. Ça, c'est la filière royale, on peut dire, ou pas? Ah oui, c'est la Sorbonne du droit. Voilà, l'ENAC, l'École nationale, oui, bien évidemment. Donc là, après, pour entrer bien sûr à l'ENAC, il y a des concours. Donc là, c'est là où après, ça peut se compliquer quand on veut continuer. Il faut être. Mais il aurait pu ne pas passer par l'ENAC. Oui, bien sûr. Après, il y a des écoles professionnelles, il y en a pas mal en France et en Europe, qui forment aussi au brevet de pilote professionnel, aux qualifications de vol aux instruments, qui permettent d'avoir les prérequis pour pouvoir postuler en compagnie. Après, il y a effectivement l'école nationale, c'est la voie royale, effectivement, la plus facile pour intégrer une compagnie. Mais après, effectivement, moi, je suis passé par une école professionnelle indépendante et ça marche aussi. D'accord. Quelles sont les écoles en France et en Europe? Il y en a plusieurs. En France, on peut citer Mermoz Academy, on peut citer Iroise Aéroformation, on peut citer. Il y en a plein. Il y a Amaury de Lagrange, les PAG, il y en a plein. Il y en a une bonne vingtaine. Et Aérofutur, Aéropyrénées. Enfin, j'en oublie. J'espère qu'ils m'en voudront pas ceux que j'ai oubliés. Mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut. On a vraiment cette culture de l'aéronautique en France qui fait que même au niveau des pilotes professionnels, si on parle un petit peu de ça, nos pilotes professionnels français qui ne sont pas forcément dans les compagnies nationales ou les compagnies françaises, alimentent aussi les compagnies européennes. On en trouve beaucoup dans les compagnies low cost ou des compagnies européennes. Et c'est grâce aussi à tout ce qu'on fait au niveau de la FFA, au niveau de ces jeunes conformes, qui après soutiennent aussi l'économie européenne. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut le faire, mes chers amis à Sud Radio, je vous le dis, je vous le redis. Poussez la porte d'un aéroclub un jour, un dimanche matin, un samedi matin, en famille, en couple, en amoureux. Et vous allez rencontrer des gens qui vont vous donner envie de faire un tour en avion. Et ça va déclencher des choses, j'en suis sûr, chez vous. Des envies de pilotage, des envies de vous investir. Ça va être génial. Arthur, juste un petit mot avant la pub. Est-ce que vous avez eu des difficultés? À un moment donné, vous vous êtes dit, oh, c'est trop dur, j'abandonne, ou pas du tout? Ça a été facile jusqu'au bout? Alors non, au début j'ai eu quelques difficultés, notamment en fait je faisais plutôt une carrière militaire initialement. D'accord. Et malheureusement, la visite médicale militaire est un petit peu plus compliquée que la visite médicale civile. Et donc, on m'a déclaré inapte militairement pour devenir pilote. D'accord. Donc, ça a été une petite difficulté, mais voilà. Ça c'était une petite déception, parce que vous vouliez devenir pilote de chasse et vous êtes devenu pilote de ligne. Enfin, quand même, vous n'avez pas eu de difficultés majeures. C'est assez simple, quand même. Ouais, non. Sinon, j'ai pas eu de difficultés majeures pour devenir pilote, pas du tout. D'accord. On va marquer une pause, chers amis. On continue à découvrir ce monde de l'aérien, ce monde de l'aéronautique, avec la Fédération française aéronautique et les 3 témoignages autour de cette table absolument fascinants. Et ils vont nous donner des idées pour aller découvrir notre France vue du ciel. À tout de suite. Sud Radio, en partenariat avec les 600 aéroclubs de la Fédération française d'aéronautique, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Et oui, chers amis, ils volent tous et ils nous enchantent de leur parcours et de leurs souvenirs aériens. Kevin Dupuche est avec nous, président de la Fédération française aéronautique. Jérôme Houdier, directeur technique national à la Fédération. Et Arthur Ega, pilote de ligne à 24 ans déjà, pilote. Alors justement, on a commencé cette émission, Arthur, en demandant le plus beau souvenir que vous avez, vous, de pilote, émerveillé d'être là-haut dans un univers à 3 dimensions. Qu'est-ce qui vous reste comme image? Alors moi, mon plus beau souvenir, ça va être un coucher de soleil au-dessus du Mont Saint-Michel. Ah oui. C'était vraiment un super moment. En plus, c'était avec des amis du Tour aérien des jeunes pilotes organisés par la fédération. Et donc voilà, c'est un super souvenir qui mêle un petit peu amitié et paysage magnifique français. Donc en plus, un super moment. Dans l'aérien, il y a quand même un lien qui se crée entre les gens qui est assez fort, je trouve. Alors vous, c'était à l'occasion du Tour aérien, mais quand on est pilote, quand on est comme ça, on a un lien humain qui est assez fort. Vous êtes d'accord avec ça, pour dire que les jeunes qui nous écoutent, ça va leur donner aussi un lien entre eux, comme une confrérie un peu de gens qui vont se retrouver et s'entraider dans la vie après? Ouais, totalement. Ouais. L'aérien, c'est une vraie famille, que ça soit pilote, contrôleur, ingénieur. En fait, on est tous liés par une même passion qui nous lie tous. Et c'est ce qui rend aussi nos aéroclubs si intéressants et si beaux. C'est tout ce partage et toute cette connaissance qu'on met en commun tous ensemble. Mmh. Et alors, vous qui discutez avec l'ancienne génération, vous faites partie de la jeune génération. Est-ce que vous savez pourquoi on considère les pilotes comme des demi-dieux? Toujours. Le pilote de ligne, c'est vraiment oh là là, le commandant de bord, c'est on s'adresse pas à lui comme ça.
Ouais, bah c'est assez rigolo. J'en discutais avec un commandant de bord sur un de mes derniers vols. Honnêtement, on n'a pas trop su expliquer pourquoi on voyait ce pilote comme un demi-dieu, parce que finalement, on en est très loin. Bah oui, On en est vraiment très loin. Oui, oui. Ça, Kevin Dupuche, vous êtes d'accord avec ça pour dire qu'il y a quand même un côté assez hermétique dans le domaine aérien. On n'ose pas aller comme ça, pousser la porte d'un aéroclub, ou quand on voit un pilote, on se dit, oh là là, il a dû faire des études incroyables. Oui, bah c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu le milieu qu'on considère comme élitiste. Alors, oui, alors que pas du tout. Et de moins en moins même. De moins en moins, et de plus en plus ouvert. C'est ça qui est bien. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être aussi le côté élitiste, parce qu'à l'époque, dans les années 50-60, lorsque le développement des jets commerciaux ont commencé à traverser l'Atlantique rapidement, avec des machines volantes, etc. Donc c'était une autre aviation aussi que maintenant. Donc il y avait peut-être aussi un petit peu ce regard du pilote de ligne, où c'était un milieu où que tout le monde ne pouvait pas se payer, d'aller en avion, de partir en vacances de l'autre côté de l'Atlantique. À l'époque, c'était quelque chose qui était très prestigieux. Donc je pense aussi que c'était pour ça que les pilotes avaient un petit peu ce statut. Alors on a toujours nos vestes avec nos galons. Donc c'est vrai que les gens nous regardent quand on est dans les aéroports. 3 ou 4 en fonction, 3 pour le copie, enfin l'officier pilote de ligne, et 4 pour le commandant de bord. Et donc voilà. Mais la plupart de ces pilotes français ont commencé, comme on le disait tout à l'heure, en aéroclub. Et donc c'est pour ça que c'est un milieu de passionnés, et c'est un milieu qui est ouvert. Et au final, on est peut-être certains qui se considèrent comme des demi-dieux, peut-être, voilà. Oui, il y en a. Mais bon, il y en aura sûrement, mais comme dans tout secteur. Mais c'est pas la majorité. C'est pas le cas d'Arthur. On le voit tout de suite. C'est pas la majorité, bien sûr. Heureusement. Est-ce qu'on peut rendre hommage aussi aux bénévoles, parce que c'est eux qui tiennent la baraque de l'activité? Bah totalement. Nos aéroclubs, c'est uniquement des associations loi 1901, donc avec que des bénévoles. Ça, c'est admirable. C'est des gens qui prennent sur leur temps perso pour aller donner envie aux autres de partager ça. Tout à fait. Et ça, c'est essentiel. Et c'est pour ça aussi que ça marche, et qu'on a un maillage qui est énorme au niveau de nos aéroclubs. Enfin, nos aéroclubs, on en a sur nos 450 aérodromes, et c'est grâce à ces bénévoles qui sont là. Arthur est bénévole dans son aéroclub, il a commencé comme ça. Moi aussi, je suis bénévole de mon aéroclub. Et vous n'êtes pas président de votre aéroclub? Non, je ne suis pas président. Voilà, je peux pas être président. Arthur, il est devenu carrément il est devenu président direct. Non, mais voilà, donc c'est du bénévolat, et c'est grâce aussi à ça, et c'est tout le milieu sportif, on va dire, aussi de la France. C'est grâce à cette loi 1901 aussi qu'on peut faire toutes ces activités-là de façon facile. D'autres pays n'ont pas ce système, et donc effectivement c'est peut-être un peu plus compliqué pour nous dans ce cadre-là, ici dans ce qu'on parle aujourd'hui, de découvrir le pilotage. C'est peut-être un peu plus compliqué dans d'autres pays. Jérôme Houdier, directeur technique national, par quoi on commence quand on veut découvrir le sport à travers l'aviation? Quand on est un jeune pilote, par exemple, on a 24 ans, 25 ans, on dit tiens, je vais tenter le truc. La voltige? Non, c'est trop dur. Déjà, le prérequis, c'est ce qu'on a dit, c'est déjà maîtriser son aéronef. Et puis après, ça va être l'appétence de chacun, aller vers une discipline plus ou moins acrobatique. La plus difficile, c'est laquelle? Alors, je pourrais même pas dire la plus difficile, parce que ça dépend vraiment de chacun. Enfin, voilà. Typiquement, moi, j'irai pas sur la voltige tout de suite. Alors, je pense que les gens qui sont attirés vers la voltige, c'est qu'ils ont une attirance vers le côté acrobatique. Certains ont aussi on va dire, quelques problèmes d'adaptation aux facteurs de charge, mais qui vont, avec le temps, ils vont s'accoutumer. Ils vont réussir à passer ça. Voilà. Et sur les autres disciplines d'orientation, on va avoir des disciplines. Alors si je prends le rallye la précision, qui demande un investissement important en termes de préparation, et on a les courses de navigation aérienne qui sont beaucoup plus accessibles, parce qu'on n'a qu'à se concentrer, entre guillemets, qu'à se concentrer sur la conduite de l'aéronef dans ce corridor. On n'a pas cette tâche d'observation supplémentaire. Et donc du coup, c'est très intéressant de pouvoir un petit peu expérimenter sa capacité à être précis dans le développement de l'avion, tout en s'amusant, parce qu'on s'amuse quand on fait du sport aussi. Bien sûr, ouais, c'est ça le but aussi, parce que l'aviation, c'est ça, ça commence par un plaisir. Oui. Et ça permet la pratique sportive permet de voler autrement, d'apporter un échantillonnage de types de vols très différents. Comment la Fédération française, c'est une question pour vous, Kevin, ça se prépare à la transition énergétique et sociétale et environnementale qui est très à la mode, qui sont très à la mode, des questions à la mode aujourd'hui? On l'a déjà pas mal anticipé, nous, depuis 2011, puisqu'on a commencé à réfléchir sur ce qu'on a appelé l'aéroclub du futur, c'est-à-dire comment va être l'aéroclub, quel doit être. Avec des avions électriques, avec notamment, des drones, avec surtout des avions électriques, et aussi un changement de motorisation, des
motorisation plus propre. Donc on voit que l'avion électrique, c'est une réalité puisqu'il a été certifié en 2020. Donc on en a une 50aine en exploitation dans nos aéroclubs. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque on peut montrer aux gens aussi que l'aéronautique est en train de faire sa révolution. On a vu qu'il y avait pas mal de bashing récemment et on voit que une transition, elle se fait pas en un jour, ça prend du temps. Et on voit par contre qu'il y a déjà des initiatives qui arrivent. Donc l'électrique est déjà là. Il y a tout ce qui va être avion hybride, hydrogène par la suite, pas de suite, mais qui arrivera. Donc il y a toute une transition et la fédération, on est vraiment à la pointe de cette transition puisque on a initié un petit peu tout ça avec des partenaires, bien sûr, avec l'aviation civile, bien évidemment, et avec l'agence européenne aussi. Donc on travaille sur ces sujets pour faire une aviation encore plus verte. Et en plus de ça, en montrant ces éléments-là, ce sont nos jeunes pilotes, nos jeunes licenciés qui par la suite deviendront peut-être ingénieurs et c'est eux qui feront l'aviation verte de demain. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et tous les 3-4 pilotes, est-ce que vous avez, surtout vous deux, est-ce que Arthur il est jeune, est-ce que vous avez vu la France changer, l'environnement, la nature, le paysage changer depuis que vous volez? Est-ce que vous êtes des lanceurs d'alerte de l'environnement, on peut dire ça? Oui, on le voit, on le voit, oui. Enfin, moi, je vois sur toutes les côtes, notamment la côte sud-ouest où je vole, on voit le phénomène d'érosion qui est de plus en plus fort. Il est perceptible. Donc, on voit d'autres éléments. On voit aussi les chaleurs sont beaucoup plus fortes. J'invente rien. Et on voit que même pour nous, pour nos avions, on se réadapte. On va pas voler forcément quand il va faire 40 degrés parce que les avions, l'air est moins porteur, etc. Donc, nos pilotes se réadaptent. Et on voit, oui, effectivement, un petit peu la planète changer, mais justement en prenant de la hauteur, en voyant ça de haut, on se dit que il faut aussi protéger notre planète. Et donc on prend conscience de ça. On l'a vu, moi j'ai vu notamment après avec les feux de forêt qu'il y a eu dans le sud-ouest. Donc on s'aperçoit aussi de la fragilité de notre planète et il faut la défendre. Et nos aérodromes sont aussi des lieux de biodiversité, de préservation de biodiversité importants. Oui. C'est souvent des pistes en herbe d'ailleurs. Oui, pour la plupart des terrains. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses parce qu'en fait, ce qu'il faut voir aussi, et c'est des choses qu'on ne pense pas, mais c'est que l'aérodrome est un lieu où les gens ne peuvent pas aller se balader comme ça. On ne peut pas marcher sur l'aérodrome. Donc c'est préservé, c'est fermé en règle générale. Et donc sur les espaces verts, on va dire, où il n'y a pas l'activité avion, qui représente, on va dire, sur les aérodromes, entre 75 et 90% de la surface de l'aérodrome, ce sont des lieux où il n'y a rien. Il n'y a pas de piste, il n'y a pas de taxiway, il n'y a pas de hangar. Et là prospère une faune et une flore qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et donc on trouve beaucoup d'espèces protégées sur nos aérodromes. Ouais, c'est vrai, ça il faut le signaler aussi, c'est important de le dire. Et souvent ce sont les zones peut-être les plus bio de l'environnement, enfin de la commune ou de la cité, parce qu'en plus il n'y a pas de traitement chimique, il n'y a pas d'engrais qui sont mis, etc. Donc c'est totalement libre et on trouve vraiment des espèces protégées sur. Arthur Ega, si je pousse les portes de l'aéroclub de Falaise, est-ce que je suis sûr, si je veux voler, qu'il y a un avion en état de marche, révisé, impeccable? Est-ce qu'on est draconien sur la sécurité dans les aéroclubs? Ouais, vous pouvez être sûr que la sécurité, ça sera notre priorité dès votre accueil, pendant votre vol et même après. Effectivement, nous, on est toute une équipe de bénévoles et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une bonne équipe autour de soi. On est toute une équipe qui s'investit un maximum pour la sécurité, pour avoir des avions en bon état de fonctionnement et pour que tout le monde puisse prendre du plaisir sans rencontrer le moindre problème. D'accord, on est sûr de ça, Kevin. Dans tous les aéroclubs de France, il y a la sécurité, c'est le maître mot. C'est le maître mot, c'est le mot numéro 1. La sécurité des vols, la sécurité de nos passagers, la sécurité de tout le monde, c'est essentiel. On voit aussi qu'il y a des procédures et des contraintes, un aspect réglementaire qui est très fort aussi sur notamment l'entretien des aéronefs. C'est dicté par l'Agence européenne de sécurité aérienne. C'est draconien. C'est draconien et c'est très bien. De l'autre côté, c'est très bien. Donc ça coûte un peu d'argent forcément pour les aéroclubs, mais c'est essentiel parce que ça permet de garantir un niveau de sécurité qui est très élevé et on le voit, on peut pas faire n'importe quoi et s'il y a le moindre problème, l'aviation civile qui nous surveille peut immédiatement faire fermer un aéroclub ou n'importe quelle école si les conditions réglementaires d'entretien ou de sécurité ne sont plus assurées, bien évidemment. On va marquer une dernière petite pause, chers amis, avant de se retrouver dans le dernier quart d'heure pour continuer à parler de ce domaine aérien fascinant et enchanteur avec la Fédération française d'aéronautique et nos 3 invités autour de cette table. À tout de suite. Sud Radio, en partenariat avec les 600 aéroclubs de la Fédération française d'aéronautique, présente
Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Et oui, 600 aéroclubs sur notre territoire. Avec Kevin Dupuche, nous en parlons. Il est président de la Fédération française aéronautique. Jérôme Houdier, directeur technique national. Et Arthur Ega, pilote de ligne actuellement au Brésil. L'heureux homme, parce qu'il a posé son avion. Un quoi, un 737 ? Un 700 combien ? Ouais, c'est ça, c'est des 737 que je pilote en ce moment, mais ils vont pas au Brésil, ceux-là. Ah. Là, on est arrivé avec un Boeing 777. Mais que vous pilotiez vous-même ou pas du tout ? Non ? Non, pas du tout. Ah d'accord, vous êtes juste en vacances, vous avez confié votre vol à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. En général, nous, on commence notre carrière plutôt sur moyen courrier et plus tard, avec quelques heures de vol, on passe sur long courrier. En tout cas, moi, je suis admiratif de votre parcours, Arthur, et je vous félicite. C'est vraiment un beau parcours. Vous avez commencé à pousser la porte d'un aéroclub. Aujourd'hui, vous êtes pilote. Et quelle est la suite pour vous ? Comment vous l'envisagez ? Et la suite, d'un point de vue professionnel, ça sera de passer bientôt, j'espère, sur long courrier, pour pouvoir faire des voyages comme ce que je fais aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Ouais. Et puis ensuite, en général, la carrière professionnelle, donc au début, on débute officier pilote de ligne, parce que je suis en ce moment sur moyen courrier. Mm-hmm. Ensuite, la même chose sur long courrier, et on redescend en tant que commandant de bord sur moyen courrier, et on finit notre carrière en bord long courrier. D'accord. Donc vous, votre objectif, c'est de faire carrière jusqu'à la retraite sur des longs courriers. Ouais, exactement, ouais. C'est bien. C'est pas mal, ouais. C'est un beau parcours. Ouais. Et de rester dans la compagnie dans laquelle vous êtes, ou peut-être d'aller dans une autre partie du monde, parce que quand on est pilote, ça qui est bien, on n'en a pas parlé, c'est qu'on peut exercer partout. Enfin, dans beaucoup de pays. Oui, on peut exercer. On a des licences qui sont reconnues, nous, c'est des licences européennes, donc qui sont reconnues par quasiment tous les pays au monde. Donc oui, on pourrait postuler ailleurs. Après, je pense que je parle à la place d'Arthur, mais quand on est la compagnie nationale, on a un peu du mal à vouloir partir ailleurs parce qu'on est plutôt pas mal. Mais pourquoi pas ? Mais effectivement, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tous les titres qu'on passe, même au niveau du pilote privé, ça nous permet aussi d'exercer, pourquoi pas dans d'autres pays. Si on va aux États-Unis, alors il faut peut-être des petits compléments très légers ou un peu moins, mais on peut voler dans n'importe quel pays du monde avec des licences européennes, bien sûr. Il y a un site envie de devenir pilote.fr. Envie de piloter.fr. Envie de piloter. Vachement bien ce site, j'ai vu. On peut le recommander à nos auditeurs. Bien sûr, et là, ça vous permet de voir où se situe l'aéroclub le plus proche de chez vous. Également, tout le système de subventionnement de la fédération pour les jeunes de moins de 21 ans. Et également, où apprendre à piloter. Enfin, tout est expliqué sur ce site, enviedepiloter.fr. Ouais. D'accord. Jérôme Houdier, alors votre deuxième plus beau souvenir ? Alors moi, ça sera... de la France vue du ciel. Alors, de la France vue du ciel, je vais faire un petit pas de côté quand même, parce que ça sera le vol de libre intégral en championnat du monde du capitaine Orlovski, qui l'a remporté. Qu'est-ce que c'est ? Je voyais le ciel et je voyais ce vol. Le libre intégral, c'est un vol qui se fait en musique avec fumigène. Mais non. Et il est arrivé à un niveau d'expertise où c'était plus du sport, c'était de l'art. Et j'en ai eu ma petite larme à l'œil avant de savoir qu'il était champion du monde. Ah oui. Voilà. Et vous étiez où, vous ? J'étais au sol en train de regarder l'épreuve, puisque je m'occupais de l'équipe à cette époque. Et c'était où ça ? Et c'était en Pologne, à Zamość, en 2023. D'accord. Voilà, il a remporté ce titre de champion du monde. C'était un vol fabuleux. D'accord. Avec plein d'émotions. Un vol mythique. Ouais. Et votre vol à vous ? Mon vol à moi, en tant que pilote. Alors, je vais faire de nouveau un pas de côté. De toute façon, tout ce que les pilotes aiment, c'est quand ils sont au-dessus des nuages. Ouais, c'est ça. Alors, je vais faire deux pas de côté. J'ai un vol en mémoire qui date d'il y a très longtemps, parce que je venais juste d'avoir mon PPL. J'étais au-dessus de la couche. On était deux dans l'avion. On partait à Sisteron pour un stage voltige, avec le Mont Blanc qui traversait la couche. C'était juste magnifique. Sublime. Voilà, et il y a un vol très récemment que j'ai fait où j'étais pas pilote, j'étais passager, et j'ai profité différemment du vol. C'était juste au-dessus de la côte des Vins, avec le soleil couchant. C'était juste somptueux. Ouais, c'est top. Arthur, quand vous êtes aux commandes, est-ce que vous voyagez de nuit ? Vous volez de nuit aussi ? Ouais, on voyage de nuit également. Alors ça, le vol de nuit, c'est aussi un kiff, parce que ça, on a toute la courbure presque de la Terre, toutes les étoiles, on est vraiment dans un autre monde. Ouais, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment, de toute façon, l'aviation en général, quand on pilote, on arrive à évacuer tous nos petits tracas qui restent au sol, et on est vraiment concentré sur le pilotage, sur la beauté des paysages. Et effectivement, de nuit, c'est encore plus magnifique.
Alors, on va continuer à encourager nos auditeurs et auditrices à pousser la porte d'un aéroclub. Combien ça coûte, Kevin Dupuche, un petit vol de découverte à 3 amis? Allez, d'abord, c'est une demi-heure, c'est ça? Oui, c'est des vols de 30 minutes, les vols de découverte, ce qu'on appelait avant les baptêmes de l'air. Ça s'appelle toujours baptême de l'air, mais réglementairement, ça s'appelle vol de découverte. Donc c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Ça va varier sur les aéroclubs entre 30 € par personne à peut-être 90 € par personne, selon le type d'avion et selon la localisation. Donc c'est vol de 30 minutes. Et ça, c'est très accessible, c'est abordable et ça permet vraiment de découvrir sa région vue de haut. Et en général, comme on est de la région, on connaît un petit peu les endroits, on va reconnaître des endroits connus. Et ça émerveille, ça émerveille vraiment. Est-il vrai qu'on peut obtenir une bourse pour financer ces heures de vol? Oui, si on a moins de 21 ans, il n'y a pas de condition de revenu, pas de condition de ressources. Pour tous les moins de 21 ans qui sont licenciés à la FFA, on peut recevoir des bourses pour apprendre à piloter. Ouais. D'accord. Est-il vrai qu'on peut aussi profiter des conditions de vol d'un pilote pour aller dans un endroit, dans une région à une autre? Il y a une bourse qui existe et on en parlait à table tout à l'heure. Alors, c'est pas une bourse, c'est un partenariat qu'il y a avec Wingly sur le partage de ça, c'est génial. J'ignorais ça, moi. Ouais, c'est comme ce qu'on appelait le covoiturage, mais en avion, le coavionnage. Et donc, effectivement, la fédération... Coavionnage. Ouais, voilà, le coavionnage. Blabla avion. Blabla avion, quasiment. Donc, si il existe des pilotes qui peuvent... On se met en contact. Ouais, on se met en contact. Je voudrais aller à Lyon demain. Par exemple, s'il y a un pilote qui va à Lyon, il dit tiens, il me reste 2 places dans ma voiture, dans mon avion, et dans ces cas, on peut partager les frais de vol. Donc en règle générale, avec Wingly, on a aussi beaucoup de balades aériennes aussi qui sont un peu plus longues que les vols de découverte. Ouais. Et oui, il y a ce système-là aussi qui existe. Et là, il y a une participation aux frais? C'est le pilote qui va dire le vol va durer tant d'heures de vol, et donc il y a un partage égalitaire entre le pilote et ses passagers en fonction du nombre de passagers qui sera à bord. Arthur, et si je vais à Falaise, quel avion je trouve à l'aéroclub? Quel type? Des Piper, des Robin, des quoi? Nous, on exploite essentiellement des Cessna. Des Cessna. On a 2 Cessna, notamment 2 Cessna 150, des biplaces, dont on sert principalement pour l'école, et pour les baptêmes, on a un Cessna 172 de 4 places. Ah oui. C'est ce qu'on trouve en général, Kevin, dans les aéroclubs? Oui, on trouve des Cessna, des DR400 en grande majorité aussi, qui sont des avions français. On appelle ça les coucous, c'est les avions avec les ailes basses et les ailes qui remontent un peu au bout, là, donc les gens les visualisent facilement. Donc on en retrouve beaucoup, c'est toujours ce style d'avion qu'on a, des avions 4 à 5 places de manière générale. Et on a, au niveau de la Fédération française, nos aéroclubs possèdent un peu plus de 2000 avions au total. Donc on a une flotte qui est assez... Il y a un parc de 2000 avions? Oui, on a un parc de 2000 avions au niveau des aéroclubs de la ULM compris, non? Alors ULM, c'est une autre fédération, mais oui, on a aussi des ULM qui sont dans nos aéroclubs. On a à peu près 150-200 qui sont exploités également dans nos aéroclubs. Parce qu'il y a des ULM un peu carénés aujourd'hui maintenant? Oui, maintenant les ULM 3 axes qu'on appelle. Et donc ça ressemble beaucoup à des avions. Il y a même maintenant des ULM qui ont des performances supérieures à nos petits avions. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en trouve aussi dans nos aéroclubs. Ouais. Et pourquoi les petits avions, ils ont toujours ce look des années 50-60, alors qu'on est en 2025, on s'attendrait à avoir un truc un peu plus profilé? C'est des avions qui sont très sûrs, on en parlait avec Jérôme, ils sont encore en toile et en bois. Mais du coup, ils sont costauds. Oui, c'est très costaud. Et puis, c'était des conceptions effectivement des années 50-60. Mais comme on disait tout à l'heure, l'entretien est tellement vérifié, tellement récurrent, et tout est tellement vérifié que en fait, l'avion vieillit pas en fait, même si c'est des années 50-60, et c'est tellement robuste que notamment les avions Robin qui sont faits en bois et en toile. Parce qu'il faut que l'avion soit léger pour pouvoir voler facilement. Et donc, oui, ça dure, et tant mieux. D'un autre côté, et nous, on voit aussi, en parlant de renouvellement de flotte, c'est que on rétrofit ces avions avec des moteurs plus récents, de nouvelle génération, et ce qui nous permet également de baisser un peu le bilan carbone, puisqu'on ne reconstruit pas une cellule, on utilise une cellule existante, donc il n'y a pas de réémission de CO pour reconstruire une nouvelle cellule. Et donc ça, ils sont plus propres. Ils sont plus propres au final, oui. On arrive à les rendre encore plus propres avec des nouveaux moteurs, des moteurs qui consomment moins. On garde la cellule et on refait le moteur, la motorisation et l'intérieur. Et pour devenir pilote, est-ce qu'il faut avoir des notions de mécanique un peu, ou pas du tout? Non, pas trop. Il faut savoir un peu comme une voiture. Oui, c'est ça. Voilà, mais comment ça démarre, comment ça s'éteint. Voilà, quelques petites notions. Mais moi, par exemple, je suis pas du tout un mécanicien. Je suis vraiment pas bon là-dedans, et j'ai quelques notions, mais voilà, c'est pas. Il faut pas. C'est une idée reçue encore. Il faut pas être un mécanicien pour pouvoir piloter un avion. Moi, ce que j'aime bien quand je pars dans un vol comme ça, c'est voir le pilote faire le tour de l'avion. Il regarde toutes les machins. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors ça, c'est un impératif. Ça s'appelle la visite pré-vol. Donc la visite pré-vol, c'est quoi? Alors si on voit un gars qui fait pas ça, c'est pas bon.
Bah non, c'est obligatoire. Ouais. Alors, il faut le faire avant le vol et ça nous permet de vérifier visuellement que l'avion est bien conforme à ce qu'on attend et qu'il n'a pas subi un choc, qu'il n'a pas subi une perte d'huile ou qu'il n'y a pas quelque chose qui coule ou qu'il n'y a pas une commande qui a été endommagée. Enfin voilà, ça nous permet de vérifier, d'être sûr que l'avion est en état de vol et ça fait partie des prérogatives du commandant de bord puisque même si on est sur petit avion, bah, le pilote, il s'appelle quand même le commandant de bord. Ah oui, c'est ça. Ouais. Arthur, vous êtes pilote de ligne, donc commandant de bord, vous? Officier pilote de ligne. Officier pilote de ligne. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, ça représente combien d'heures de travail par mois? Est-ce que vous avez des RTT? Alors, c'est une activité très cyclique, notamment chez Transavia. Ça peut aller de... En moyenne, on doit travailler aux alentours de 75 heures par mois. D'accord, ah oui. 75 heures intenses. C'est 75 heures de vol. De vol. Et donc, en fait, dans tout ça, bah, faut aussi rajouter... La préparation. Ouais, exactement. Et la préparation du vol, les embarquements, etc. La visite pré-vol, comme vous venez de la citer. Ouais. Ah oui, vous faites la visite pré-vol sur les gros avions? Ouais, on fait systématiquement la visite pré-vol. Finalement, ce qu'on fait sur Gros Porteur, c'est exactement ce qu'on nous apprend dès notre début en aéroclub. D'accord. En tout cas, bravo, vous avez poussé la porte d'un aéroclub il y a quelques années et aujourd'hui, vous réalisez votre rêve. Est-ce que vous êtes vraiment dans un état de bonheur absolu avec votre métier aujourd'hui? Ouais, complètement, on peut le dire, ouais. Je pense que vraiment les aéroclubs sont des vecteurs très importants pour transmettre la passion et permettre d'ouvrir le monde aéronautique à tous. Donc je vous encourage à en profiter. Absolument. Le mot de la fin avec vous, Kevin, sur la Fédération française d'aéronautique qui encourage ces vocations. Allez nous voir, venez à notre contact, parlez avec nos bénévoles, parlez avec nos instructeurs, venez pousser la porte des aéroclubs. Il y a toujours d'ailleurs, on en parlait avec Jérôme, il y a souvent des petits restaurants, des petites buvettes, et c'est toujours convivial. Bah, c'est toujours convivial et puis on est là pour vous transmettre notre passion et puis même de découvrir en vol. Et en général, ce qu'on dit, c'est venez découvrir en vol et vous saurez pourquoi les oiseaux chantent. Absolument. Voilà. Et d'ailleurs, vous encouragez les jeunes à venir. De plus en plus, j'ai vu votre campagne là, de communication là-dessus. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas considérer que c'est réservé à une élite. Et encore une fois, on va créer les vocations de demain, on va créer l'aéronautique française de demain, les ailes de demain. Et donc, on voit que c'est un secteur qui est très porteur et qui propose beaucoup d'emplois et qui est vraiment essentiel aussi pour notre pays. Absolument. Jérôme Moudier, le mot de la fin aussi pour vous. Venez nous retrouver. Oui, venez nous retrouver, poussez la porte d'un aéroclub et faites-en votre futur désirable. Absolument. Et surtout, faites un vol découverte. Commencez par ça avec des amis. C'est absolument génial. Je l'ai fait souvent. Moi, je trouve ça top. Merci à tous, mes amis, d'avoir participé à cette belle émission sur l'aéronautique, sur le secteur aérien, sur cette France vue du ciel qu'on a découvert avec vous et avec la Fédération française aéronautique. Le monde, la France à découvrir, pardon, c'est terminé. Mais c'est un peu le monde puisqu'on était avec Arthur au Brésil. Et on se retrouve dimanche prochain. Salut. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec les 600 aéroclubs de la Fédération française d'aéronautique.